Je suis tellement choqué, là. Ça n'a pas de bon sens. Je viens d'entendre Pierre Poilievre affirmer haut et fort qu'il n'y a que deux genres. Ben, je m'excuse, M. Poilievre, là, mais ici au Québec, là, on joue pas à la Donald Trump, puis de faire mal au monde comme ça n'a pas de bon sens. Nous autres, ici au Québec, là, dans la Charte des droits de la personne du Québec, les droits des personnes trans et non-binaires sont protégés. Le projet de loi qu'on a adopté, le projet de loi 2, donne des droits aux personnes non-binaires. Fait que si vous, là, vous croyez qu'il n'y a que deux sexes, là, mais je suis désolé, ici au Québec, on sait que les personnes non-binaires existent. Fait que restez chez vous. Le pétage de coche de Manon Mancé sur Donald Trump, OK, elle s'est filmée en disant c'était carré Donald Trump, il reconnaît pas qu'il y a d'autres sexes que hommes et femmes, ça n'a pas d'allure, puis elle dit, nous, au Québec, nous autres, on représente le Québec, Québec solidaire, puis nous autres, au Québec, on pense que, bon, on est ouvert sur les non-binaires. Premièrement, Québec solidaire, c'est 13% de la population. OK, qui ont voté pour vous. C'est quoi, c'est ça, à peu près dans les sondages, là? 13-14%, à peu près Québec solidaire dans les sondages. Donc, vous représentez 14% de la population du Québec. Si vous représentiez la population du Québec, vous seriez au pouvoir. Vous ne l'êtes pas, hein? Deuxièmement, il y a deux sexes. XX, XY. Hommes et femmes. Après ça, il y a des déclinaisons de genre. Vous pouvez être binaire, non-binaire. Je suis un homme avec des jupes. Je suis une femme, bon, mais tu sais, avec des pantalons, puis les cheveux courts, puis les gros bras, des tatous. Oui, tu peux décliner ça de façon, ça c'est le genre. Mais les sexes, il y en a deux. Mais je suis désolé. Alors voilà, c'était le seul sujet sérieux. Sophie Durocher est avec nous, mesdames et messieurs. Elle sera avec vous à 14h pile poil. Toi, es-tu un homme ou une femme? Attends une seconde, je suis un homme. OK. Moi, je suis une femme. Toi, dans c'est simple. C'est assez simple. C'est assez, mais la vie est assez binaire. Mais on est chanceux que pour nous, ça soit simple. Il y en a pour qui c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais il reste que peu importe le ressenti des gens, que je respecte, peu importe les gens qui ont fait ou pas une transition, la biologie fait en sorte qu'il n'y a que deux sexes. Il y a deux sexes. T'as des gamètes masculins, des gamètes féminins. Ça fait depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Et t'as beau prendre des hormones, t'as beau subir des chirurgies, t'as beau avoir un ressenti X ou Y, c'est XX ou XY, c'est inscrit dans ton ADN, et ce n'est pas un sexe qui est assigné à la naissance, mais bel et bien constaté à la naissance. Il n'y a pas de consensus canadien autour de ces questions-là. Il y a l'immense majorité de la population qui est au courant qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a deux sexes. C'est comme ça. C'est tout. C'est une vérité biologique élémentaire. Puis cette fake news incroyable, administrativement portée, relayée par trop souvent une partie des médias, qui nous dit qu'il y a plusieurs... je pourrais vous dire non, mais attends, stop, là. Il y a des gens qui sont trans, il y a des gens... Okay, mais Emmanuel, et pour qui c'est important qu'on les respecte. Et je veux désormais être reconnu comme un elfe. Et qui es-tu ou qui êtes-vous pour juger de mon ressenti en tant qu'elfe, ou en tant que dauphin, ou en tant qu'orque, ou en tant que gobelin? À un moment donné, non, si le ressenti est la loi, je vois pas pourquoi mon ressenti en tant qu'elfe ne doit pas être respecté. Je tiens à mon ressenti d'elfe. Est-ce que tu es elfophobe? Si c'est le cas, ça m'inquiète. Donc, j'y reviens. Là, m'emmener, il y a une fake news, c'est hyper minoritaire. Ça existe, mais pour le reste, là, la norme dans nos sociétés, c'est hommes, femmes, et puis il faut arrêter cette espèce de promotion qui est faite pour pousser même les plus jeunes à questionner leur identité de genre. Et tu sais, toute cette histoire-là, moi, en 2016, je suis devenue, si tu veux, plus pro-Trump parce que je m'étais penchée sur le cas Hillary, puis effectivement, il disait énormément de vérité. Pour moi, Trump a été là pour incarner une vérité grotesque. C'est-à-dire qu'il était tellement grotesque, tellement grossier, tellement vulgaire, que finalement, il pouvait nous dire des vérités et les gens normaux qui suivent très peu, qui n'allaient pas aller fouiller, ne voulaient pas y toucher, quoi. Tu vois, donc la vérité tout de suite a été dangereuse, a été grotesque, a été orange. Non, mais tu vois, c'est ce que je veux dire, complètement très, très, très décati. Et aujourd'hui, mais en même temps, il nous dit tout. Je veux dire, déjà, moi, tu sais, je suis vraiment la comment je pourrais dire, je suis celle qui vient, en québécois, on dit casser le party. Moi, je n'ai pas l'optimisme
d'Alexis Cossette ou je veux dire que quand il nous dit quelque chose qu'on veut entendre, eh bien là, il nous dit la vérité. Vous voyez, il nous l'a dit qu'il allait faire ça. Et quand il nous dit le contraire, ben c'est là, il déjoue les adversaires. C'est c'est de l'échec en 4D ou je sais pas trop quoi. Bon, non, à un moment donné, là, ce qui arrive, moi, je trouve que c'est pas drôle. Je trouve que l'âge d'or qu'on nous promet, c'est un âge d'or de surveillance complète. Et je pense qu'il y a pas vraiment des. On a des factions qui veulent arriver à un même type de contrôle total, mais avec des comment je pourrais dire, avec des personnalités différentes, avec des moyens d'y arriver différents. Mais, toi, tu es profondément inquiète, en fait, en arrivée de Donald Trump, sur tous les projets qui sont annoncés. C'est surtout ça, quoi, qui t'inquiète vraiment. Et tu vois une certaine forme de duplicité dans le programme et dans la. Totalement. Pour moi, Trump est vraiment un serpent, avec la langue qui va dans les deux sens. Ils disent que si tu veux l'entendre, si tu vas le trouver, ce que tu veux entendre, et tu vas aussi trouver des choses très inquiétantes. Et les gens ont tellement besoin d'espoir, on est tellement désespérés, puis on espère de tout notre, on espère ne pas avoir à se lever ou à résister. Mais moi, je pense qu'on s'en va vers un affrontement très très grave. Puis je pense que toute cette histoire, que ce soit avec Trudeau, toute cette histoire des idées vieilles, super vieilles comme du Club de Rome, d'unir l'Amérique au complet, ou puis ça date de bien plus longtemps que ça. Non, moi je trouve que c'est pas déjà avec je veux dire, on a Elon Musk qui lui est pour le revenu universel. Son grand-père était un technocrate, qui est venu au Canada, donc Joshua Haldeman, je me souviens plus de son nom là, le grand-père d'Elon Musk est vraiment un technocrate qui voulait finalement, qui trouvait que les gens, n'étaient plus utiles à l'industrialisation et à la. On a affaire à des eugénistes, on a affaire à des à une autre caste, quoi. Je veux dire. François d'Angléan, avocat de Natacha Ray, est victime d'un chantage abominable de la part du couple Macron. C'est insupportable. Pour rappel, Natacha Ray, qui est la journaliste indépendante qui a dénoncé le fait que Brigitte Macron est un homme et que son mariage avec Emmanuel Macron est donc illégal, la journaliste Candace Owens, journaliste américaine que tout le monde commence à connaître maintenant, a dénoncé également des faits qui ont provoqué une réaction inattendue de la part du couple Macron, la fameuse lettre envoyée par huissier interposé. La vérité devrait éclater le 30 janvier selon l'annonce de Candace Owens. Mais revenons à François d'Angléan. Le couple Macron, qui commence à avoir véritablement la trouille, va beaucoup trop loin. Candace Owens dénonce une action criminelle, la vengeance des Macron contre cet avocat à qui on va enlever le fils de 3 ans. Maître d'Angléan confirme les faits et s'en explique publiquement. Bonjour à tous, je suis François d'Angléan et je suis donc l'avocat de Natacha Ray qui fait l'objet de procès de la part de Brigitte Macron et de Jean-Michel Trogneux. Donc Candace Owens a publié récemment une vidéo le 17 janvier 2025 dans laquelle elle dénonce le fait que l'on m'a volé mon enfant de 3 ans pour m'empêcher, pour m'inciter à laisser tomber la défense de Natacha Ray. Eh bien, je suis ici aujourd'hui venu vous dire que tout ceci est parfaitement vrai. Maintenant, je vais prendre un dossier qui fâche. Un dossier dont je vous ai parlé, je vous ai dit que je connaissais cette personne. On va parler, vous allez voir, d'abord de Jacques Attali. Je vais vous montrer une vidéo de Jacques Attali et je vais vous dire après pourquoi je vous la passe. Regardez. Est-ce que, mais vous n'êtes pas obligé de nous le dire, est-ce que là, vous auriez éventuellement repéré dans la jeune génération, justement, peut-être une personnalité émergente où vous avez pu vous dire... Je l'ai dit, déjà. Je l'ai pas vu. Si, j'ai déjà dit... Vous avez parlé de moi? Mais vous ne pouvez pas si bien dire, parce que j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République et que c'était une femme. Ah, c'est qui? Vous n'avez pas donné son nom encore?
Alors évidemment, Jacques Attali ne va pas nous dire qui, mais moi je vais vous donner évidemment l'information parce que je la connais depuis longtemps. Eh bien, il s'agit de Sarah Knafo. Voilà, elle était sur les bancs de Sciences Po à l'époque où il parlait de ça et elle travaillait en même temps pour d'autres personnes. Elle préparait le concours de l'ENA. Elle s'était fait coacher par qui? Eh bien, par Jacques Attali et Hubert Védrine. Voilà, Sarah Knafo est une envoyée. Enfin, elle a été récupérée par Jacques Attali et Hubert Védrine. Ils sont tous les deux derrière sa réussite et sa montée. Cerise sur le gâteau, elle échangeait également avec Gaspard Ganser, ancien conseiller de François Hollande. Sarah Knafo, eh bien, c'est la personne qui est désignée, pour l'instant pas verbalement, par Jacques Attali pour être présidentiable en 2027, mais peut-être avant. Alors, pour la petite histoire, Sarah Knafo, elle a su créer un véritable réseau qui lui a permis de monter les marches pour devenir l'une des têtes pensantes de Reconquête. En 2022, c'est la consécration. Elle devient conseillère officielle d'Éric Zemmour pendant qu'elle lui... Son parcours politique n'a pourtant pas commencé ici. Je vous ai dit, je l'ai connue à l'époque avec Sarkozy. Lors des élections présidentielles de 2017, comme le révèle le Canard enchaîné, elle conseillait Henri Guénaud, ancienne plume de Nicolas Sarkozy, pour préparer la course à l'Élysée. Quelques années plus tôt, côté cœur, elle se retrouvait au bras de Louis Sarkozy, l'omniprésent fiston de l'ancien président. Bref, Sarah Knafo a toujours su s'entourer des bonnes personnes pour gravir les échelons. Il y a encore mieux, comme je vous l'ai dit, Jacques Attali, Hubert Védrine. Voici les deux personnes qui ont fait que Sarah Knafo monte aujourd'hui. Et donc, je vous le dis honnêtement, sincèrement, n'ayez pas confiance. Vous savez, qu'on ne soit croyant ou pas, le diable se cache derrière des belles personnes qu'on croit belles. Il va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, il va jouer votre jeu, c'est ce qu'a fait Macron à l'époque, souvenez-vous, il a dit aux gens tout ce qu'ils avaient envie d'entendre, et derrière, il a niqué la France. Et les médias, il se trouve qu'ils sont très malades et qu'ils sont, pour beaucoup, déterminants dans notre perception du monde que nous habitons. Il y a un bouleversement en cours qui fait que les médias dits traditionnels sont en train de disparaître avec l'apparition de médias nouveaux. Le Canada étant d'ailleurs particulièrement en avance là-dessus. Plus personne ou presque ne regarde les médias traditionnels. Donc BBC par exemple, Le Monde, je suis pas sûr que ce soit encore une grande marque, mais Le Monde en France, le New York Times, ne seront plus des références? En effet, je pense d'ailleurs ils ne le sont plus. Le New York Times tient son nombre d'abonnés de son supplément cuisine et de son supplément jeu. Sinon de la présence de M. Trump et de l'opposition que le journal peut lui faire. Oui, mais... Parce qu'il a vendu de la copie. C'est ça. Valeur. Être journaliste, sauf exception, c'est plus un métier qui est très payant parce que la commodité information ne vaut pas très cher, sauf si on accorde un grand prix à celui ou celle qui nous la donne, cette information, et qui pourrait, lui ou elle, encore une fois, nous offrir quelque chose qui a de la valeur. Exactement, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une vérité, ou il y a un mensonge, ou il y a des rapports de force. Si on est dans le domaine du rapport de force, on n'est plus dans le domaine de la vérité, on est dans le domaine de la propagande. Énormément de gens passent du temps sur les réseaux sociaux où se multiplient les mensonges, les fausses nouvelles. Tant qu'on n'aura pas inventé une application qui pourra dire ceci est une fausse nouvelle, qui d'ailleurs à mon avis ne doit pas être très difficile à faire. Mais je vous rétorquerai là-dessus qu'il y a quand même une marge aussi interprétative entre ce qui peut être vrai et ce qui peut être faux. Bien sûr. Et on l'a vécu particulièrement aux États-Unis dans le cadre des campagnes électorales, avec cette histoire par exemple du Russiagate et de plein d'accusations. Il faut voir qu'il y a toujours un biais de programmation, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui programme une application et qui décidera de ce qui potentiellement appartient à la vérité ou n'appartient pas à la vérité. Non, je ne suis pas d'accord. Mais quand 50 anciens patrons du renseignement disent de concert, c'est du pipeau, c'est de l'intox russe. Donc je crois, pour ma part, que il y a des choses qui sont du domaine de la vérité. D'abord, évidemment, toutes les thèses platistes, complotistes de toute nature doivent pouvoir être éliminées. Avez-vous déjà rencontré le professeur Schwab? Oui, j'ai eu quelques opportunités directes, y compris quelques discussions très sérieuses lors de certaines négociations avec une équipe que je dirigeais à l'ONU.
Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré une autre espèce, en aucun cas une espèce humaine. Cela peut paraître bizarre, mais je me fiche complètement de ce qu'on peut en penser. Mais je vous le dis, nous parlons d'une espèce différente ici. Je peux dire que je les classe au moins comme néo-marxistes satanistes. C'est du moins ce qu'est Schwab. Vous êtes dur. Mais ce n'est pas dur, c'est la réalité. Ça m'est égal ce que penseront certains. Ça va bien au Québec, hein? Ça va prendre quoi pour qu'on se réveille puis qu'on fasse le ménage ici? À un moment donné, on va être les plus pauvres en Amérique du Nord. Qu'on lâche pas. On est très, très bon là l'affaire. Mais que se passe-t-il ici au Canada? Post-vaccination? Post-COVID? Hein, nos politiciens qui veulent sauver des vies. Arruda n'est pas allé de main morte lorsqu'il a dit qu'il avait sauvé 60 000 vies. Je ne sais pas s'il a pris ça parce que son homologue français a dit la même chose. Puis, en France, ils sont 65 millions. Pour Québec, on est 8,5 millions. Mais les deux ont sauvé 60 000 vies. Ce sont des sauveurs de vie, ces gens-là. Ils sont extraordinaires. Ils vous aiment tellement. Alors, on va regarder, comme je vous avais dit en début d'émission, que les données sur la surmortalité de l'OCDE ne semblent plus être disponibles. Pourquoi? Parce que ceux qui fouillaient là-dedans comprenaient qu'on était attaqué. Tu sais, la surmortalité dans un pays, quand tu n'es pas en temps de guerre, normalement, c'est supposé être de 0%, plus 5, moins 5. Puis à plus 5% de surmortalité, il y a un petit sourcil qui lève en disant « qu'est-ce qui s'est passé cette année? Hey, tel ministre, là, trouve-moi une explication, là, 5%, là. Ah, ben c'est parce que l'année passée, on a eu moins 4, là, c'est plus 5. Ah, OK, correct. Il peut y avoir des explications. À 5%, là, on parle plus de 5, les amis. Ça, ici, ce sont les chiffres de Our World in Data qui débutent à janvier 2020. Je vous rappelle que la pandémie, l'état d'urgence, a été déclaré à la mi-mars. Je pense le 13 ou le 14 mars de 2020. Et on voit le pic de surmortalité. Là, imaginez, c'était l'hécatombe COVID, c'était épouvantable. OK? Et là, maintenant, on se rend après la pandémie et c'est toujours aussi élevé, les pics. Ça ne baisse pas. Mais regardez la tendance qui est toujours en augmentation. Comment cela se fait-il, chers amis, qu'après la pandémie, on est toujours en augmentation de surmortalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux le savoir. Oh, mais c'est partout pareil. Oh, mais c'est partout pareil. C'est partout pareil. C'est ça. C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'immigrants. C'est parce qu'il n'y a pas... OK, on va regarder un autre pays qui a eu beaucoup d'immigrants aussi, les États-Unis. On va comparer avec eux. Et tiens, ils ont des courbes qui ressemblent à celles du Canada. Disons que durant la pandémie, ils ont mangé plus une volée que le Canada en surmortalité. Mais lorsqu'ils sont sortis de la pandémie, eh bien là, la surmortalité descend à 0. Et le Canada continue de monter. Alors, c'est deux pays qui ont eu beaucoup d'immigrants. Alors, on ne peut pas dire que c'est à cause des immigrants. On va comparer maintenant avec un pays qui nous ressemble. Je prends souvent la Suède. Pourquoi je prends la Suède? Sensiblement la même quantité de population que le Québec. Peut-être 2 millions de plus, mais c'est dans les mêmes eaux, le 8,5, 10,5. Ça se ressemble. Pays nordique, pays surtout caucasien. Bon, OK, ça se ressemble pas mal. Et aussi, eux autres, n'oubliez pas, hein, ils étaient très critiqués, la Suède, par les autorités ici au Québec, parce que la Suède n'a pas imposé de masque, n'a pas imposé de confinement, n'a surtout pas fait de couvre-feu et n'a pas imposé la vaccination. Alors, évidemment, qu'eux autres, ça va mourir, les amis, ça n'aura pas de bon sens. On va regarder, voir qu'est-ce qui s'est passé en Suède. Eh bien, la Suède, regardez, eux, ils ont des pics de surmortalité et des pics de sous-mortalité, selon la saison, qui semblent tout à fait normales. Et le COVID ne semble pas du tout les avoir
affectés. Regardez, il n'y a pas bien de différence. Il y a un léger pic en 2020. Pour le reste, ça semble normal, alors que le Canada, on est beaucoup, beaucoup plus élevé que la Suède. On va prendre un autre pays ici. La France. Même chose, la France. Regardez, eux, même en période de pandémie, pas vraiment de surmortalité. À peine, on le voit là, en janvier 2020 jusqu'à, mettons, janvier 2021. Mais là, ça revient à la normale en France. Alors que le Canada est en augmentation. Qu'est-ce qui se passe? On giving everybody pardons. And you know, the funny thing, maybe the sad thing, is he didn't give himself a pardon. And if you look at it, it all had to do with him. I mean, the money went to him. Should Congress... I went through 4 years of hell by the scum that we had to deal with. I went through 4 years of hell. I spent millions of dollars in legal fees, and I won. But I did it the hard way. It's really hard to say that they shouldn't have to go through it also. It is very hard. Получилось так, вот тоже интересно, что с двух сторон по глобалистам нанесен удар. С нашей стороны мы начали строить многополярный мир, мы стали вычищать либерализм как идеологию из своего общества и возвращаться и обращаться к традиционным ценностям откровенно. И это был один фронт. А вот теперь по тому же либерализму, тому же глобализму был нанесен удар уже изнутри, из самого Вашингтона. Это, конечно, я сейчас не представляю, как вот, чувствует себя и Обама, там, ну, Байден, может быть, уже вообще никак себя не чувствует, но, например, Макрон или Кир Стармер, потому что просто из-под глобалистов выбили табуретку. Им сейчас надо либо выступать против Америки, которая всегда была их флагманом, либо менять свою позицию, либо просто создавать какой-то фронт против Трампа. Promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Le ministre des Transports, Dominique Perben, s'est prononcé aujourd'hui pour une réglementation européenne des émissions de gaz carbonique des voitures. Des solutions écologiques existent déjà, comme vous allez le voir dans ce reportage de Carole Vénua et David Cosset. Ce geste, a priori banal, est tout simplement révolutionnaire. Alors là, je remplis mon réservoir d'eau pour rouler avec, pour économiser du carburant. Vous roulez avec de l'eau? Je roule avec de l'eau et du gasoil. Avec l'enthousiasme et l'énergie de ses 24 ans, Kevin a bricolé sur sa vieille Renault diesel un système qui permet d'injecter de la vapeur d'eau avec de l'essence. Le procédé est simple, il se compose d'un réservoir appelé bulleur et d'un réacteur, un tube avec une tige à l'intérieur que l'on introduit dans le pot d'échappement. La vapeur, on va la fabriquer dans le bulleur. La vapeur va venir glisser entre la tige et le tube qui est chauffé par les gaz d'échappement. Et à la sortie de ce réacteur, nous allons envoyer ce mélange gazeux issu de vapeur d'eau dans l'admission d'air. C'est le moteur Pantone, du nom de son inventeur, un ingénieur américain. Depuis 1998, ses plans de montage circulent sur Internet et dans le milieu associatif écologiste. Le génie de Kevin, autodidacte en mécanique, c'est de l'avoir réalisé et ça marche. Quand le système est en route, le moteur tourne mieux, on a l'impression que le moteur est mieux réglé. On a besoin de moins appuyer sur la pédale d'accélérateur pour monter une grosse descente, surtout pour les véhicules anciens.
Nous avons mesuré dans un centre technique les gains obtenus en termes de pollution. C'est spectaculaire. Pour les émissions de CO2, on passe de 8,6 à 0,1 avec le système Pantone. Résultat tout aussi satisfaisant pour les oxydes d'azote et les hydrocarbures imbrûlés. Démonstration avec le test d'opacité des fumées à droite, sans transformation du moteur, à gauche avec le procédé Pantone. Quant au gain de consommation en carburant, il est de l'ordre de 20% et ça n'est que du bricolage. On peut alors se demander pourquoi les constructeurs ne s'y intéressent toujours pas.